Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Nous avons une conférence aujourd'hui sur un thème qui porte son sens dans la question qui est posée. Émigrer pour toujours, point d'interrogation. Cette conférence est organisée par le Club de Mency et j'ai beaucoup de mes amis du Club de Mency qui sont ici et vous en découvrirez d'autres. Elle est faite en partenariat avec le Club des Vigilants que vous allez découvrir. Certains d'entre vous ont déjà assisté à des conférences du Club des Vigilants. Vous représentez pour les uns des associations de quartier comme Génération 2, des clubs Rotary, Paris-Quai d'Orsay, Rotary de Mency, des think tanks, comme on dit en français, le Club des Vigilants. Mais vous êtes tous là parce que nous partageons des valeurs qui sont des valeurs morales qui nous sont chères et qui, lorsqu'on les met ensemble, permettent de contribuer à forger des communautés de destin. Et c'est peut-être en forgeant ces communautés de destin autour de valeurs partagées qu'on peut réaliser ce qu'on appelle tous de nos voeux, qui est le vivre ensemble ou faire nation. Le vivre ensemble, c'est déjà pas mal. Alors, à l'issue de cette réunion, de cette conférence, excusez-moi, qui dans sa première partie va durer 30 minutes, on va tous avoir la possibilité d'interagir. Donc, je vais libérer les micros qui sont bloqués actuellement, et comme ça, chacun pourra parler, et je vais faire du mieux, lorsque vous lèverez la main, de vous donner la parole. Ce qui est important, c'est de savoir que les gens du Rotary sont des gens qui, au-delà des concepts et des normes, sont très attachés à les mettre en action sur le terrain. Ce sont des femmes et des hommes d'action pour servir à travers différents axes stratégiques et l'insertion en est un. Et c'est un axe très important. Et le Rotary a beaucoup de devises, mais il y en a une qui m'est chère, et je vais vous la lire. Peu importe ce que le Rotary signifie pour nous, pour le monde, il sera connu pour ses résultats, pour les services qu'il rendra. C'est son fondateur, Polaris, qui l'a écrit, et c'était en 1914. Et je pense que cette phrase est belle et elle a toujours tout son sens. La devise du Rotary, c'est « Serve beyond yourself », qu'on traduit difficilement en français. C'est beyond yourself, c'est au-delà de nous-mêmes. Il y a une forme de transcendance là-dedans. Bonjour Jean, gouverneur, ex-gouverneur et très supporter. Voilà. Alors je vous propose qu'on démarre cette conférence et je vais passer la parole à la présidente du Club des Vigilants qui s'appelle Anne Beaufumé et qui va nous parler de ce Club des Vigilants. Et Anne a disparu. Bonjour, bonsoir à tous. Non, je n'ai pas disparu, je suis en jaune. La plupart d'entre vous, en fait, connaissent déjà plus ou moins le club, si je ne m'abuse. Et pour les quelques-uns qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est un think tank, comme on dit en français, mais à une échelle, disons, humaine, très humaniste surtout. On a mis sur comme mission que les membres du club s'associent pour dégager sur les grands enjeux du futur des pistes d'action pour alimenter et faire avancer le débat public. Ça veut dire qu'on n'est pas spécialisé du tout. On n'est pas non plus dans le moral et le transcendant, je ne pense pas. Mais face aux grosses transformations de société, donc en gros le changement climatique, la mondialisation, la digitalisation, etc., il y a vraiment des enjeux. Et on a décidé de travailler depuis 4-5 ans. On avait fait un grand séminaire pour faire un peu notre vision partagée. Donc, le club existe depuis plus de 20 ans. Il a été fondé par des gens qui ont presque disparu, comme Marc Ullmann, l'essayiste, éditorialiste, Alain Vulpian, le socio-anthropologue, Bernard Eisenberg, qui est toujours administrateur. Donc, bref, ils étaient une petite dizaine en 99 à fonder les clubs. Et aujourd'hui, nos axes, il y en a un qui est particulièrement concernés aujourd'hui, mais pour vous le dire, on commence à s'adapter à une croissance lente. Certains d'entre nous ont travaillé là-dessus avant qu'on parle de crise, de pandémie et de décroissance comme beaucoup en parlent. On est aussi centré sur les évolutions géopolitiques qui nous semblent particulièrement intéressantes dans un monde un peu complexe et dont on ne se rend pas forcément compte des influences qu'elles peuvent avoir sur nos vies individuelles dans chacun des pays concernés. Mettre l'éthique au centre du libéralisme, ça c'est notre troisième axe. Revivifier la démocratie, vaste programme, et surtout s'intéresser à tout ce qui peut renforcer la cohésion sociale. Nous, on parle de cohésion sociale et d'intégration. Et donc, ce groupe de travail qui a planché pendant 2 ans,
qui était faite de gens très, très divers, comme c'est la caractéristique des gens du club, hein. S'appelait Immigrés pour toujours, point d'interrogation, et vient de publier sous la plume de Jean-Claude Azera, mais avec la concours. Alors aujourd'hui, les membres du groupe, il y a Bernard, bien sûr, Bougel, Stéphanie Nassif-Veillon. Est-ce que j'en vois d'autres? Freddy Godet-Desmarais aussi était dans le groupe. Henri Pomeranc, je crois, a contribué aussi. Donc, ce sont des gens qui, à leur niveau, on va dire, ont essayé de s'entendre sur un sujet qui n'est pas évident, et qui est en gros comment faire en sorte d'améliorer la façon dont les jeunes descendants de la deuxième ou troisième génération d'immigrés, donc des Français bien sûr, hein, s'intègrent dans la société française. Voilà. Merci Anne. Et donc, je vais passer la main aux trois conférenciers maintenant. Vous les voyez, Bernard Bougel, Stéphanie Nassif, vous voyez leur nom, et puis Jean-Claude Azera. Donc, je crois que dans l'ordre décidé, c'est Jean-Claude qui va présenter les constats. Mais il est sous mute, Jean-Claude. Oui, non, le voilà. Bonsoir tout le monde. Donc, les documents qu'on va évoquer sont tous sur le site du Club des Vigilants, c'est-à-dire le manifeste dont je vais vous parler et les propositions dont vous parleront mes amis. Donc, je vois que parmi vous, il y a des gens qui, d'une certaine manière, sont presque plus qualifiés que nous pour parler de ce sujet. Par exemple, ceux qui s'occupent d'une association comme Génération 2 et qui sont sur le terrain. Nous ne prétendons pas à une expertise du sujet, hein, mais nous sommes, si je puis dire, des citoyens de bonne foi, de bonne volonté, qui pendant 2 ans, comme le rappelait Anne, ont palabré, ont frotté leurs idées sur cette problématique importante de ces jeunes descendants d'immigrés dont on pressent que tous ne s'intègrent pas bien dans la société française. Donc, je dirais, c'était pas et de droite, ni de droite, ni de gauche. Nous, c'était et de droite, et de gauche, et du centre, et tout ça, c'est frité jusqu'à essayer de trouver un minimum de consensus sur ce sujet important pour le vivre ensemble, la cohésion sociale, ce que vous avez évoqué l'un et l'autre. Évidemment, le problème, l'importance du problème est difficile à quantifier parce il n'est pas étudié, il n'est pas vraiment quantifié, ce sujet. Néanmoins, Anne Esmin, qui est là aussi ce soir, nous a fait d'emblée, nous a montré à travers quelques chiffres l'ampleur du problème potentiel. Le problème potentiel, il est simple, c'est que la proportion de descendants d'immigrés est croissante parmi les jeunes Français, dans les naissances en France, tout simplement. Chiffre clé, les enfants descendants d'au moins un parent immigré, qui comptaient pour 22% des naissances en 2000, approchent aujourd'hui le tiers. 31, on est à 1 sur 3, on est à 33% en 2019. Donc, ça ne veut pas dire que tous ces jeunes ne s'intégreront pas merveilleusement dans la société française, mais qu'on a le pressentiment qu'il peut y avoir une population donc importante de jeunes qui pose problème. On a un peu la confirmation de l'existence effective d'un problème à travers quelques indicateurs simples. Les résultats scolaires, l'intégration sur le marché du travail, et dans tous ces domaines, on voit qu'il y a un décalage fort, voire plus fort en France, par exemple, que dans d'autres pays de l'OCDE, entre les descendants d'immigrés et les descendants de Français de souche. Donc, problème pas quantifiable précisément, mais certainement problème. Alors, au passage, d'ailleurs, il y aurait certainement manière, on n'en a pas fait une proposition, mais il serait sans doute utile de créer au niveau des pouvoirs publics des indicateurs et sans doute des études plus approfondies, et notamment descendant
au-delà des enfants d'immigrés, sur les petits-enfants, voire les arrière-petits-enfants, pour voir comment ça se passe. Alors, une des questions qu'on s'est posées, c'est faut-il, au fond, ne pas trop s'inquiéter de la relative non-intégration d'une partie de ces gens. Le communautarisme est-il une solution? Il y a toujours quelque part, dans un débat comme ça, quelqu'un qui dit, mais au fond, regardez, Chinatown, ça se passe bien, il n'y a pas trop de problèmes, continuons comme ça. Et certains pays, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, tolèrent, disons, plus le communautarisme que nous. Sans entrer dans les détails, on est arrivé à la conclusion que, en tout cas pour nous, ce n'est pas une piste. Ce n'est pas une piste à la fois parce que il nous semble que cette solution n'est pas si convaincante que ça dans tous ces pays et qu'eux-mêmes ont des problèmes. Et c'est d'autant moins une piste que c'est très très peu dans la culture française, dans la culture de la République à la française, de l'État-nation à la française, qui veut faire communauté de tous ses enfants. Et ça ne concerne pas que les descendants d'immigrés, comme vous le savez, ça a concerné les Bretons, les Corses, les Basques, parfois avec quelques on a une des questions sur lesquelles on a beaucoup hésité, c'est faut-il singulariser, traiter à part, évoquer plus particulièrement les questions que peut poser l'islam, l'importance de l'islam parmi cette population d'immigrés plus récents que les vieilles immigrations espagnoles, portugaises, etc. Et on est arrivé à la conclusion que oui, qu'il faut en parler, et qu'il faut parler notamment de l'islam intégriste, car c'est celui-là essentiellement qui pose problème, et qu'il faut en parler non pas par rapport à la thématique du terrorisme qui fait qu'on en parle en général, mais qu'il faut en parler par rapport à ce qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire par rapport à l'intégration. Avoir conscience que toute une jeunesse de descendants d'immigrés et travailler par une propagande assez efficace et assez organisée de l'islam intégriste qui cherche en gros à les dissuader de s'intégrer. Donc il y a une vraie lutte d'idées, si je puis dire, à mener pour essayer d'éviter que ce phénomène ne s'approfondisse. C'est en ce sens que sur ce sujet, il faut se préoccuper de l'islam intégriste et vous verrez qu'une de nos propositions y renvoie. On a évidemment ciblé les deux endroits clés, si je puis dire, de l'intégration que sont l'école et l'emploi, sans approfondir tous ces sujets autant qu'on le pourrait. On a quand même à travers l'école, si je puis dire, on a évoqué le problème de la mixité sociale, de la mixité urbaine et des quartiers et ghettos. On n'a pas de proposition définitive sur le sujet et on a plutôt adopté la position réaliste consistant à penser que pour le moment, il faut au maximum aider ces jeunes là où ils sont, là où ils habitent, que vouloir faire la mixité scolaire en force, ça a des effets pas toujours positifs parce qu'il y a des tas d'effets de fuite des Français de souche et de leurs enfants, mais que les aider là où ils sont, c'est très important. D'où, alors on approuve des mesures comme les mesures qu'a pris le gouvernement sur les petites classes en les dédoublant, qui sont devenues un symbole de ce type de politique, mais il y a certainement beaucoup plus de choses à faire. Ce qui ne veut pas dire que par ailleurs il ne faut pas tenter, vous verrez dans nos propositions, il y en a une qui propose quand même que les enfants de ces quartiers et les enfants des beaux quartiers se rencontrent. Le travail est évidemment
fondamental, là aussi, comme moyen d'intégration. Il est fondamental, pas seulement sur le plan économique, mais vraiment pour l'intégration. C'est-à-dire que c'est au travail qu'on a normalement des chances de rencontrer l'autre, le français, mais pas que le français, quelqu'un qui est d'origine portugaise et pas africaine. Et que c'est là que ces différentes cultures ont vocation à se frotter. Et rappelons-nous, par exemple, de l'importance qu'a pu avoir dans les générations précédentes, qu'ont pu avoir les luttes syndicales ensemble, pour que des gens venus de tous ces pays s'intègrent dans ce pays. Je ne veux pas être trop long, mais insister sur le fait que si on aide ces populations là où elles sont, d'une part, contrairement à ce qu'on pense, pour le moment, on ne les aide pas tant que ça, au sens où l'argent public qui est dépensé sur certains de ces quartiers est souvent inférieur à l'argent public qui est dépensé sur les beaux quartiers, donc il y a de la marge. Hein. Et d'autre part, les aider sur place n'empêche pas de penser qu'il faut qu'ils sortent de ces quartiers, qu'on les aide à sortir, qu'on les aide à voir ce qui se passe ailleurs. Et là aussi, on n'a pas des propositions sur tout, mais vous verrez, on parle de choses comme le tutorat, qui sont importants notamment pour les enfants les plus prometteurs de ces quartiers-là, pour les aider à trouver leur voie et à être un exemple pour les autres. Voilà, on a évidemment beaucoup parlé, il y a beaucoup dans tous ces débats, la nostalgie de ce qu'était le service militaire, de son rôle de creuset d'une classe d'âge, de lieu de rencontre entre des gens de diverses origines. On a évoqué le service national universel, mais pour le moment, comme vous savez, c'est un horizon un peu lointain, notamment sa généralisation et son obligation. Donc, il faut trouver d'autres manières de faire se rencontrer nos jeunes. Vous en trouverez le reflet dans les propositions, mais je ne veux pas accaparer la parole. Je passe donc la parole, je pense, à Bernard, c'est ça pour les propositions ? C'est ça. Ouais. C'est ça. Bien, merci Jean-Claude. Alors, on a sorti non sans mal, parce que comme vous savez, le sujet est très clivant. Cette proposition sur laquelle on a réussi à trouver un accord, un consensus en tout cas suffisant, minimum, pour dire que c'était nos propositions. Alors, première proposition, Jean-Claude a parlé effectivement de cette propagande islamique, islamiste plutôt d'ailleurs, radicale, salafiste, qui travaille en sous-main, mais de façon très efficace, ces populations. On est dans une guerre des idées, en fait, bien entendu, et par conséquent, cette guerre des idées, on est convaincu qu'on ne va pas la gagner par des lois et par des fusils. On va la gagner. On se bat contre des idées avec d'autres idées. Voilà. Donc William Douglas, qui était juge à la Cour suprême des États-Unis, avait dit on combat des idées nuisibles par d'autres idées. Et donc, s'appuyant là-dessus, on a formulé une proposition qui pourrait être celle-ci. L'État devrait organiser et financer un contre-discours contre la propagande islamiste, notamment sur Internet. Voilà, donc alors on se rend bien compte que c'est un peu une entorse au principe de laïcité et de neutralité de l'État. Mais bon, on est quand même dans une guerre des idées, et quand on est en guerre, il faut savoir prendre des mesures qui sont parfois des entorses aux règles communément admises. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous semble important, et c'est la première idée qu'on a réussi à
à promulguer. Deuxième idée, ce qui nous est apparu assez rapidement, c'est qu'il y a un tissu d'associations sur le terrain qui travaillent à cette intégration-là, mais de façon très, très dispersée. Elles ne se connaissent pas forcément, on ne les connaît pas. Et donc, ce qu'on voudrait faire, c'est créer un concours qui distingue ces initiatives de terrain en faveur de l'intégration, de manière à les mettre en valeur, de faire en sorte que ces associations se connaissent et se renforcent mutuellement. Donc, j'en dis pas plus parce que tout à l'heure, c'est un projet sur lequel on a avancé un peu et que Stéphanie vous présentera. Troisième idée, troisième proposition, on voudrait, comme Jean-Claude vient de le dire, créer en quelque sorte une certaine mixité. Donc, oui, le service militaire qui était le grand mixeur social a disparu. Le service national n'est pas encore en place. Le syndicalisme ouvrier, qui était aussi une machine à intégrer, a perdu beaucoup de sa force. Et donc, au fond, les populations ne se mélangent plus, se côtoient, mais ne se mélangent plus. Donc, l'idée était d'échanger dans les collèges et les lycées, c'est-à-dire de forcer en fait des populations de jeunes élèves à se côtoyer. Alors, de façon pratique, on n'est pas rentré dans le détail, mais on pourrait imaginer qu'il y ait des permutations qui s'effectuent par demi-classe. Donc, une moitié d'effectifs serait envoyée pendant un certain temps, quelques semaines, dans un lycée, dans un quartier défavorisé. Et pendant ce temps, la moitié de l'effectif de la classe de ce lycée viendrait dans un quartier plus urbain, plus beau, comme le disait Jean-Claude. Voilà. Donc, effectuer une permutation par demi-classe sur une période donnée, de façon à ce que les gens soient amenés à se côtoyer et se côtoyant à se connaître mieux. Troisième idée, alors un petit peu dans ce sens-là, c'est de favoriser la compréhension des autres cultures, parce que effectivement, on a besoin pour se comprendre de connaître un peu les codes qui régissent les cultures des uns et des autres. Bien entendu, ces descendants d'immigrés, les immigrés eux-mêmes d'ailleurs, ont pour vocation à connaître la culture française et l'histoire française. Mais on peut leur faciliter les choses en connaissant leur code et de façon à ne pas être choqué. Alors, on a pris l'exemple de la langue qui est assez révélateur. En arabe, la langue est assez directe. En français, elle est beaucoup plus polissée, beaucoup plus arrondie. Et donc, on peut être un peu choqué peut-être par la manière dont s'exprime, en traduisant directement de l'arabe au français, les arabophones. Donc, comme on n'est pas familier de cette difficulté-là, on peut être choqué. Voilà. Donc, l'idée, ce serait que des formateurs interculturels spécialisés puissent former les enseignants à mieux comprendre ces différences culturelles de manière à faciliter, à connaître les points de blocage et à faciliter la transition entre ces deux sphères de socialisation. Cinquième idée, valoriser les employeurs non discriminants plutôt que de dénoncer les autres. On voit bien que l'idée de mettre en évidence ceux qui ne font pas bien est une idée qui se répand assez facilement. C'est ce qu'on appelle le name and shame. Macron a dit avoir une politique assumée pour rendre public et stigmatiser les entreprises qui ne se comportent pas bien. Marlène Schiappa a décidé de rendre public les noms des entreprises qui ont refusé de partager, de participer au rattrapage sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Nous, on pense que plutôt que de name and shame, il vaudrait mieux faire un name and praise, c'est-à-dire louanger les entreprises qui font bien,
mettre en valeur les entreprises petites ou grandes qui respectent, qui ne font pas de discrimination et qui respectent ces principes d'intégration. Sixième proposition, c'est de renforcer le tutorat. Alors le tutorat existe, hein, il y a beaucoup d'associations qui en font, donc elles aident les jeunes à connaître les codes, à les préparer à un entretien d'embauche, à les faire sortir de leur milieu, et ça c'est très efficace, mais ça bute sur deux choses. Le premier, c'est des bonnes volontés pour alimenter ce vivier d'entreprises, d'associations, pardon. Et donc, on se dit que il y a un gisement de bonne volonté, notamment parmi les retraités. Et peut-être qu'on pourrait solliciter les caisses de retraite qui sont assez promptes à contacter les jeunes retraités pour leur offrir toute une gamme de services. Ces caisses de retraite pourraient également être des relais d'une action de motivation de ces retraités à participer à ces actions d'insertion en les mettant en relation, par exemple, avec des associations, ce qu'elles ne font pas aujourd'hui. Et puis, deuxième piste, pour renforcer les moyens financiers de ces associations et reconnaître leur grande utilité, on pourrait demander à ce qu'elles soient classées dans la catégorie de l'aide aux personnes à grande difficulté, ce qui ferait passer la réduction d'impôt pour les donateurs de 66 à 75%. Voilà, donc deux propositions pour renforcer le tutorat. Et puis enfin, dernière piste, dernière proposition, faire signer un engagement citoyen à tous les jeunes Français. Alors, on dit bien tous les jeunes, c'est-à-dire pas seulement les jeunes issus de l'immigration, mais on pourrait imaginer qu'à 18 ans, tous les jeunes Français signeraient un engagement citoyen et que ceci se ferait dans le cadre d'une cérémonie organisée par exemple par la mairie de la commune. Donc ça serait un acte symbolique qui naturellement devrait être préparé par un parcours scolaire, par l'éducation civique et aussi par toutes sortes d'expériences d'engagement qui seraient demandées à ces jeunes et donc qui seraient récompensées qui serait marqué par la signature de cet engagement. Alors, dans notre esprit, la signature de cet engagement serait une obligation, et pas seulement une facilité ou quelque chose de facultatif. Ça serait une obligation, donc signer cet engagement serait une obligation et le refus serait un problème. Alors, on a beaucoup discuté sur la nécessité ou pas de sanctionner ce refus de signer un tel engagement. Au final, on s'est dit que finalement, ce serait le plus simple, ce serait que l'employeur, par exemple, soit habilité, être en droit à interroger le candidat et à savoir s'il a signé ou non cet engagement. Et que ça serait probablement une incitation suffisante pour que les jeunes s'y engagent. Voilà, donc cette proposition, on pourra revenir sur elle, si vous voulez, au travers de la discussion que nous aurons. Mais je voudrais passer la parole à Stéphanie qui va vous décrire de façon un peu plus précise la proposition numéro 2 sur le concours. Oui, merci Bernard. Comme Bernard présentait tout de suite, l'une de nos propositions, c'est d'organiser, de mettre en place un concours qui mettrait en avant les initiatives d'associations autour de cette problématique de l'intégration. Cette proposition, en fait, elle part d'abord d'un constat qu'a énoncé Bernard tout à l'heure, à savoir que le réseau associatif sur le terrain peut être certes dense, mais assez diffus, dispersé, et que si certaines associations qui œuvrent pour l'intégration sont bien connues et sont parfois médiatisées, enfin bien médiatisées, il n'empêche qu'un certain nombre d'associations qui interviennent de façon peut-être plus ponctuelle localement, elles restent un petit peu dans l'ombre et du coup, les actions qui sont menées, même si elles sont des opérations à succès, la répercussion derrière reste assez invisible
y compris pour les politiciens et pour les médias. Donc, l'objectif de ce concours, ce serait de pouvoir mettre en avant ces initiatives de terrain, à la fois de faire découvrir et de faire circuler un certain nombre d'idées innovantes qui sont menées par ces associations directement sur le terrain, donc de mettre en avant des pratiques performantes, également de faire connaître ces associations à l'échelle des politiques et à l'échelle des médias. Donc, ça veut dire pour ces associations, c'est une opportunité pour peut-être obtenir plus de moyens financiers et puis pour servir de modèle également. Donc, ça peut être vraiment positif pour ces associations. Et puis, plus largement, ce concours pourrait permettre de faire un premier recensement qui serait peut-être pas forcément exhaustif, mais qui pourrait permettre de faire l'inventaire des associations sur le terrain dans le domaine de l'intégration. Ce recensement permettrait en outre de mettre l'association en réseau et donc de rendre ces différentes actions qui actuellement sont ponctuelles et locales, de leur donner beaucoup plus de poids, beaucoup plus par une diffusion beaucoup plus large et permettre des échanges entre les associations. Donc ça, ce sont les objectifs de ce concours. C'est une réflexion qu'on mène actuellement au sein du groupe. Donc, c'est en cours de réflexion, c'est-à-dire qu'on a essayé de dégager les grands traits d'intervention. Donc, je vais vous les présenter assez rapidement. Il nous reste un gros travail à faire derrière. Il y a un certain nombre d'interrogations sur les modalités de réalisation. Mais déjà, je vais vous présenter les différents traits. Donc, la cible, en fait, c'est essentiellement des associations qui œuvrent à l'intégration. Alors, la question se pose de savoir si on doit faire une distinction entre les différentes associations parce que certaines sont déjà de taille assez importante et d'autres sont plutôt de petite taille. Ce qu'on propose au sein de notre groupe, c'est en fait de faire deux prix différents. Un prix de consécration qui va être réservé aux associations qui ont déjà, on va dire, un bon poids, une bonne importance et qui sont relativement connues. Et puis, un deuxième prix de révélation qui mettrait en avant des plus petites associations qui œuvrent sur le terrain, mais avec des interventions qui seraient beaucoup plus ponctuelles et plus locales. Par rapport à l'organisation de ce concours, l'objectif est de l'organiser en deux volets. Un volet collectif où on demandera à l'association de soumettre un dossier technique qui mettrait en avant les différentes initiatives que l'association a réalisées sur le terrain. Et puis un volet individuel où on demanderait en fait au sein de chaque association que ce qu'on peut appeler des success stories ou des parcours exemplaires ou des parcours qui peuvent servir de modèle soient présentés, donc des parcours de jeunes qui soient mis en valeur. Donc, on proposait de les mettre en valeur par des courts-métrages qui pourraient être relayés d'ailleurs sur le site des Vigilants et qui permettraient de faire une première sélection des parcours les plus intéressants. Et à l'issue de cette présélection, on pourrait avoir un passage ensuite devant un jury à l'oral où les candidats exposeraient un petit peu leur parcours, ces différentes histoires de ces success stories, on va dire. Et à l'issue de ça, donc, les meilleurs parcours seraient primés, récompensés par un prix. Alors, au niveau des prix, en fait, on a pensé à différentes modalités. Ça pourrait être, par exemple, une bourse attribuée, ça pourrait être le prix, par exemple, le permis qui est payé à ces jeunes, une proposition de stage, un tutorat. Donc ça, ce sont des éventualités
qu'on a proposées. Bon, la liste n'est pas fermée, il faut qu'on continue à travailler sur ça. Alors ensuite, par rapport à l'organisation de ce concours, il faut bien sûr réfléchir aussi aux critères de sélection, voir comment seront jugées, on va dire, et les associations d'un point de vue collectif, et puis ces parcours de jeunes d'un point de vue individuel. Donc, il nous reste à définir le cadre des valeurs. Alors, on y travaille actuellement. On a réfléchi à un certain nombre de valeurs, valeurs républicaines, mais on voudrait essayer d'élargir un petit peu au niveau de ces valeurs. Donc, ça, c'est en cours de réflexion. Et puis, un critère aussi, je pense, qui sera important, c'est le caractère innovant des différentes entreprises réalisées, à la fois des différentes actions, on va dire, menées par les associations, et puis des différents parcours de ces jeunes, et puis l'impact aussi qui est important par rapport à la population locale. Au niveau des moyens à mettre en œuvre, on est conscient qu'il va falloir faire une recherche de sponsors, donc des sponsors qui peuvent être autant des médias que des entreprises, voire même par exemple des sociétés d'intérim qui pourraient être aussi susceptibles de proposer ensuite un prix particulier, enfin des récompenses. On pense qu'il est également intéressant, avant d'étendre ce projet de concours sur un vaste territoire, de le mener sur un territoire relativement réduit, par exemple à l'échelle d'un département, donc pourquoi pas le département de l'Essonne, pour essayer de tester un petit peu, de voir ce qui fonctionne, ce qu'il faut réajuster, et voir ensuite à l'étendre à une plus large échelle. Et puis, point important aussi dans les moyens à mettre en œuvre, c'est qu'il est important que ce concours qu'une campagne de diffusion soit réalisée pour informer les associations, pour les encourager à participer le plus possible. Donc ça, c'est un point aussi à bien travailler, parce que, étant donné que ces associations ne sont pas forcément toujours répertoriées, il faut qu'elles soient mises au courant par une campagne de diffusion. Voilà, donc ce sont les grandes lignes du projet. Bien que c'est un projet qui est actuellement en cours de réflexion, qui a encore un certain nombre d'interrogations, notamment sur le nom de ce concours, et encore bien d'autres interrogations. Mais l'objectif aujourd'hui, c'était de vous présenter un petit peu les grandes lignes du projet, et puis de débattre avec vous sur la pertinence de ce projet, sur aussi votre avis, par exemple, ceux qui gèrent eux-mêmes des associations. Est-ce que ça vous paraît un projet qui est intéressant? Est-ce que vous pouvez apporter aussi votre contribution par rapport à ce que vous faites sur le terrain? Voilà, je pense que le débat qui va suivre va permettre de pouvoir poser toutes ces questions et échanger. C'est l'objectif. Merci Stéphanie, merci Bernard, merci Jean-Claude, merci Anne. On a pu donc découvrir le club. Régulièrement, les invitations à vos séminaires ou webinars, comme on dit, sont diffusées, et maintenant, je les élargirai à tous ceux qui ont été présents aujourd'hui. Donc, on va essaimer. Bon, c'est un débat difficile. Il a mis 2 ans pour arriver à l'état où il est actuellement, et il n'est pas achevé encore, mais il a permis de prendre toutes les opinions de la société française, qui sont multiples. C'est pour ça qu'il a pris 2 ans. Et parfois, elles sont très opposées. Et aujourd'hui, j'attends de chacun d'entre nous qu'il, en toute liberté de parole, réagisse à ce qui a été dit,
réagisse en fonction de son engagement dans des associations, en fonction de son engagement dans le cadre du Rotary, parce qu'il y a des axes qu'on retrouve parmi les axes stratégiques du Rotary, tels que l'insertion professionnelle, par exemple. On pourra en parler. Et la parole est à nous. Alors, j'ai vu qu'une main s'est levée, celle d'Henri-Paul. Henri-Paul, est-ce que tu peux dégrafer ton micro et puis on t'écoute? Sauf que je ne le vois plus, mon ami Henri-Paul. Non, Henri-Paul, il est parti là. Il est parti? Bon. Écoutez, le débat est ouvert. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Vos réactions nous intéressent. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? Après, il y a des trucs, vous savez, pour démarrer le débat, c'est de dire au hasard, allez, Jean-Marie, tiens. Par contre, Jean-Marie, il faut que tu unmute, il faut que tu reprennes ton micro. Voilà. Présente-toi, s'il te plaît, Jean-Marie, en 30 secondes. Oui, c'est ce qui me choque toujours quand je vais à un enterrement. C'est que même si on enterre quelqu'un de 80 ans, le résumé de sa vie se fait en 2 minutes. Ouais. Donc là, résumer 70 ans en 30 secondes, c'est un challenge important et difficile. Non, moi je suis quelqu'un de lambda, carrière à l'étranger dans l'export, une famille avec mon épouse qui est à côté, Anne-Marie, et 2 enfants, une fille de 40 ans qui est vétérinaire, un fils de 30 ans qui est dans le graphisme de communication. Nous habitons Bondoufle, donc commune de l'Essonne, où j'ai été pendant 25 ans élu et membre actif d'associations d'associations, notamment dans tout ce qui est le handicap, trouver des médecins, des commerces et un jumelage avec l'Allemagne. Et d'autre part, nous avons vécu pendant de nombreuses années aux États-Unis. Voilà, donc on pourrait, mais je ne crois pas que ce soit vraiment le fond. Le fond, c'est le sentiment humain. Alors, dans la présentation qui a été faite, il y a des choses qui m'ont interpellé. Alors, soit parce que elles n'ont peut-être pas été suffisamment mises en avant, c'est qu'on n'est pas forcément face à un conflit d'idées, comme il semble que j'ai pu le comprendre, on est face à des différences de culture. Et ça, c'est beaucoup plus complexe à aborder que des conflits d'idées. Nous sommes une société, dans ce que nous appelons la France, qui a vécu depuis de nombreux siècles d'immigration et de mélange de cultures. Et là, il y a aussi un terme que je n'ai pas entendu et qui me paraît manquer, c'est la notion de temps. C'est-à-dire que tous les gens qui sont autour de nous, là, et tous les gens qui travaillent dans cette action voudraient trouver la solution miracle. Or, il n'y a pas de solution miracle. Toutes les solutions sont des contributions, et je pense que celle qui a été proposée comme étant quelque chose de concret est quelque chose qui est une contribution que mon ami Joseph, ici présent, appellerait comme moi une contribution de colibri et qui est importante. Alors, il y a un terme qui m'a un petit peu étonné, c'est la recherche de la souche. J'ai pris plein de notes, je prends celles qui me paraissaient plus importantes. Je pense qu'il est important de définir la souche. On ne va pas le faire ce soir, mais la souche, est-ce que c'est simplement quelqu'un qui est français, donc auquel cas, s'il est né en France, il a la nationalité française. Est-ce qu'on peut considérer, d'après vous, est-ce que vous considérez dans vos réflexions qu'alors cette personne est déjà une souche, ou bien est-ce qu'il faut remonter
de plusieurs générations avant pour avoir droit au titre de souche française. C'est plus une question qu'autre chose, mais ça me paraît important de définir la souche. Donc le temps, la souche et la culture. Alors moi, dans mes lectures, et je terminerai par ça, il y a 3 livres qui me paraissent être des contributions intéressantes que vous connaissez probablement tous. Il y en a un qui s'appelle L'homme nomade, que beaucoup ont peut-être lu, qui est un livre de Jacques Attali. N'y voyez absolument aucune référence politique, s'il vous plaît. Et je pense que nous sommes dans cet esprit où il n'y a pas de politique ici. Jacques Attali a écrit, lui et son équipe, ce livre L'homme nomade, qui décrit vraiment bien toutes les contributions que les immigrations successives ont pu apporter, non seulement en France, mais dans tous les pays du monde. Il y a un autre livre qui est très intéressant quand on parle notamment d'islam. C'est un livre d'Amin Maalouf qui s'appelle « Les croisades vues par les Arabes ». Et je crois qu'on peut en tirer beaucoup de leçons parce qu'on a l'impression aujourd'hui d'être, nous, envahis par des immigrés de cultures, de religions différentes, alors que nous avons été aussi, nous, il y a de nombreux siècles, des envahisseurs et que Amin Maalouf a fait un très très gros travail, très intéressant dans ce livre pour voir comment est-ce que les Arabes nous ont vus arriver. Un livre beaucoup plus récent, c'est le 3e. C'est un livre qui a été primé comme étant le Goncourt des étudiants, le concours des lycées, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, qui s'appelle « L'art de perdre ». Par Alicia Zeneter, et qui est un livre très facile à lire et passionnant, qui reprend, en fait, c'est sous la forme saga disons, de 4 générations, en gros, d'Algériens, en partant des années 50 jusqu'à aujourd'hui, et de leurs différentes aventures dans leur intégration. D'abord, comment est-ce qu'ils sont venus en France et ensuite dans les réussites, les échecs, les difficultés de leur intégration dans notre société. Et le mot intégration est important et je terminerai là-dessus. C'est pourquoi est-ce que l'on veut absolument intégrer les immigrés dans notre société et pourquoi, mais je pense que la réponse est dans l'action que vous voulez mener, pourquoi au contraire ne pas beaucoup plus voir ce qu'ils peuvent nous apporter. Mais là encore, je répète que c'est en partie la solution que vous apportez en récompensant des entreprises notamment qui veulent favoriser disons, les démarches positives que les immigrés peuvent avoir. Voilà, j'ai essayé de faire compact. Vous avez discuté de tout ça pendant des heures, des soirées certainement. Il est toujours difficile de s'intégrer. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. J'espère que c'était clair. Merci. Et en fait, c'était plus qu'une intégration dans la discussion, c'était une contribution, Jean-Marie. Okay. Alors, moi, je voudrais pointer une autre personne qui lève la main, Hubert Porte. Oui, bonsoir. Je suis donc rotarien, comme les gens de Mency le savent, puisque je suis déjà venu chez vous. Oui, alors moi, je trouve que tout ce que vous avez débattu, c'est très bien. C'est beaucoup du wishing, c'est vraiment de la bien-pensance. Et vous allez vous heurter de toute évidence à toute une sorte de série de difficultés d'ordre intellectuel. Enfin bon, la société actuelle est très peu réceptive, je crois, à des idées d'ouverture. Enfin bon, il y a toute une partie de la société qui refuse l'ouverture
Ça, vous le savez bien. Bon, mais il faut donc faire du concret. Et je trouve que l'idée exprimée par Stéphanie est vraiment très intéressante. Alors, je voulais vous demander si, si vous avez pris en considération des initiatives comme celle de l'école 42, qui est une école d'intégration parfaite pour des gens qui sont en marge, qui sont des ratés des études ou de la vie, et qui se rattrapent de cette façon-là par des méthodes entièrement originales. Voilà, je pense que c'est un bon exemple de ce qu'il faut absolument favoriser et que vous devriez pousser dans vos actions. Moi, je connais l'école 42. Est-ce que quelqu'un connaît l'école 42 autour de nous? Oui, bon. Oui, je peux en dire un peu plus, mais je pense que d'autres gens sont plus qualifiés que moi, plus jeunes, pour en parler peut-être. On parle bien de l'école de Niel. Oui, c'est ça, absolument. Oui, c'est ça. C'est l'école atypique, si je puis dire, d'informatique, mise en place par Xavier Niel, qui repose beaucoup sur l'auto-apprentissage et l'apprentissage entre pairs des jeunes, et qui, a priori, ne les prend pas du tout sur la base d'un cursus universitaire, mais sur la base d'une motivation, notamment, et dit Xavier Niel, d'un minimum de sens logique. Et puis après, débrouillez-vous en avant. Oui, mais ça, je trouve que c'est intéressant comme suggestion parce que ça montre qu'on peut effectivement, notre concours, l'élargir à des associations ou des initiatives qui ne soient pas strictement centrées sur l'intégration de descendants d'immigrés ou d'immigrés. Oui, je trouve qu'il faut effectivement trouver des moyens, des biais, pour leur proposer des moyens adaptés à leur propre situation, ce qui n'est pas forcément la nôtre. Alors moi, je vais me mêler de la conversation, mais je crois que les écoles de la deuxième chance, Edith Cresson, qui a été à l'initiative de cette réussite, on a une vidéo, si vous voulez, de son intervention au Club des Vigilants d'il y a à peu près 2 ans, maintenant, ou 3 ans, et peut-être plus centrée sur des gens, disons, en difficulté de parcours scolaire que l'école de Xavier Niel. Pour en connaître certains qui l'ont faite, c'était pas vraiment c'était pas forcément des réussites scolaires, mais disons que c'était plutôt des bourgeois. Ils en prennent pas beaucoup chaque année. Alors c'est vrai que c'est des méthodes d'apprentissage plus en intelligence collective, mais bon, je suis certaine pour les écoles à deuxième chance que ça correspond bien à ce qu'on dit sur l'intégration, la volonté de faire monter les jeunes, etc. Je voudrais bien voir, mais c'est peut-être une vision déformée. On est déjà dans le jury. Oui. Ouais. Oui. Non, mais si l'idée, c'est de mettre des écoles un peu innovantes ou autres, effectivement, c'est pas… Pourquoi pas, mais c'était quand même plutôt association, votre idée, Stéphanie. À la base, oui, à la base, c'est ça, mais… Ce que je trouve intéressant dans l'idée d'Hubert, c'est de nous amener justement à élargir un peu le point de vue. Voilà. Mais le problème qui va se poser, c'est vraiment de pouvoir justement obtenir, parce que là, on est dans une discussion, on soulève un certain nombre de cas, par exemple cette école, mais ça va être pour nous de pouvoir obtenir des listes quelque part d'associations ou d'écoles susceptibles de pouvoir participer à ce concours-là. C'est la difficulté, en fait. Et s'il n'y a pas une campagne de diffusion qui soit suffisamment large pour faire connaître ce concours, voilà, c'est vraiment un travail à faire pour pouvoir lister ces associations. Alors, je vais en profiter pour passer la main à Yves Ferret. Je vais le solliciter sur plusieurs aspects. D'abord, Yves est administrateur d'une association qui s'appelle Génération 2, qui est remarquable. S'il y avait un concours et si ils étaient les seuls, ils gagneraient. Et s'il y avait un concours et s'ils n'étaient pas les seuls, je pense qu'ils gagneraient aussi. Bon, une fois qu'on a dit ça, comment tu réagis, Yves, à tout ce que Moi, je ne souhaitais pas prendre la parole tout de suite. Bon.
parce que voilà, j'apprends beaucoup plus à vous écouter aujourd'hui qu'à parler. Parce que si je commence à prendre la parole, moi j'ai noté plein de choses, j'ai noté déjà vos 7 propositions et je pourrais rebondir sur chacune des 7 propositions parce qu'effectivement le monde associatif aussi a ce regard sur ces sujets que vous avez traités, sur ces propositions éventuelles. Et y compris au niveau de l'intégration. Moi, déjà, quand je vois immigrer pour toujours, et puis tout de suite, on me dit, oui, comment on intègre la 2e, la 3e, la 4e génération? Je dis, mais on n'a pas intégré la 2e, la 3e, la 4e génération. Ils sont en France, ils sont nés en France, ils sont français. Donc on ne peut pas parler d'intégration de gens qui sont français. Pour nous, dans les associations, on a déjà fait ce débat-là depuis longtemps et on refuse. C'est les politiques qui disent qu'il faut intégrer. Mais nous, dans le monde associatif, on ne parle plus d'intégration. Par contre, on se pose la question pourquoi des jeunes, effectivement, n'arrivent pas à trouver, issus, donc la 2e, 3e, 4e génération, n'arrivent pas à trouver leur place. Et en plus, on voit souvent que c'est la 2e génération, on n'a pas eu trop de problèmes, c'est à partir de la 3e, la 4e qu'on peut aussi avoir beaucoup plus de problèmes. Donc, il faut s'interroger pourquoi la 2e génération a pu s'intégrer relativement bien et pourquoi après, il y a eu une espèce de mouvement qui s'est dégradé et qui n'a pas permis à suffisamment de jeunes issus de cette 3e, 4e génération de s'intégrer. On a des éléments de réponse, on ne dit pas qu'on les a tous, on n'a pas d'éléments de réponse, on a déjà certains éléments de réponse. Ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faut qu'on travaille sur l'égalité des chances. C'est primordial de travailler sur l'égalité des chances parce que on s'aperçoit qu'il y a plein d'inégalités sociales, territoriales. Voilà. Donc déjà, quand on fait la liste de toutes les inégalités, on s'aperçoit en plus que ces inégalités sont concentrées sur des territoires, hein, notamment les quartiers politiques de la ville. Hein. Ce n'est pas par hasard qu'on les appelle quartiers politiques de la ville, c'est qu'on a fait des statistiques et on a identifié avec un certain nombre de critères que ces quartiers concentrent un maximum de difficultés et un maximum d'inégalités. Donc on souhaite vraiment pouvoir plutôt travailler sur l'égalité des chances. Comment on arrive à travailler là-dessus? Et notre idée, c'est aussi de travailler du coup aussi sur les discriminations. Mais les discriminations, c'est toujours dire « Ah oui, mais il y a toujours quelqu'un qui est fautif », alors qu'on travaille aussi sur l'autodiscrimination de ces populations. Et ça, c'est important de se rendre compte que ces populations, la 2e, 3e génération, 4e génération, s'autodiscriminent encore beaucoup plus que le français de souche, si on veut parler des français de souche, mais on a aussi de l'autodiscrimination dans les français de souche qui ne trouvent plus leur place, parce que notre ascenseur social, il est en panne depuis 20 ans. D'accord. Et si on remettait un peu je dirais, de mécanique et de mécanicien au pied des ascenseurs sociaux, peut-être qu'on arriverait aussi du coup à retravailler cette inégalité de territoire, cette inégalité des chances. Alors c'est fait, les préfectures, etc. On a des dispositifs pour essayer de compenser cette inégalité. On a quand même un préfet dans tous les départements, beaucoup de départements à l'inégalité des chances, mais ça reste effectivement, je ne sais plus qui disait tout à l'heure qu'il faut du temps pour que les choses bougent, il faut du temps pour que les choses avancent. Et là aussi, il nous faut du temps. Tout simplement, quand même, en politique de la ville, on travaille depuis 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on a de la politique de la ville. Donc, ça fait 40 ans qu'on essaye de travailler sur ces inégalités de territoire, sur des choses comme ça. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, moi, je dis oui, égalité des chances, oui, sur travailler sur les discriminations, faire travailler aussi ces mêmes personnes sur leur autodiscrimination, leur auto-victimisation même, parce que c'est souvent aussi ça qui les freine, et puis remettre cet ascenseur social en route. Alors après, avec des dispositifs, ça nous paraît, dans les associations, nous, c'est déjà ce qu'on travaille, en tout cas. Je peux me permettre de réagir un instant à la réaction? Oui, bien sûr. Le but évidemment, l'égalité des chances est un sujet central. Je pense que ça ne choque, j'espère, aucun d'entre nous. Vous avez tout à fait raison. Et non, nous ne disons pas que c'est tout simple. Nous avons bien conscience que c'est pas simple. Voilà. Alors, la seule chose qui me trouble beaucoup, mais que j'avais déjà entendu, c'est pourquoi ce mot d'intégration continue, semble-t-il, à heurter ou à choquer autant, alors que il me semble que la question quand même qu'on affronte, vous le dites autrement, mais c'est que des gens, évidemment, qui sont français, évidemment que nous parlons de jeunes français, exclusivement de jeunes français. Et pourtant, comme vous dites, ils n'arrivent pas à trouver leur place. Quelle est la différence entre ils n'arrivent pas à trouver leur place et ils ne sont pas bien intégrés dans la société française? Le souci, c'est que moi, dans nos quartiers, aujourd'hui, on ne voit pas forcément que des gens issus de l'immigration. Aujourd'hui, on a des familles françaises de souche qui sont en difficulté.
Et c'est pour ça qu'on parle, il y a une déliquescence, mais qui touche aujourd'hui tous nos territoires, quartiers politiques de la ville. C'est ça sur laquelle on essaie de travailler aujourd'hui, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, aujourd'hui, on a des familles qui voilà, de souche française depuis plusieurs générations, qui n'arrivent plus à profiter aussi de l'école de la République, de l'égalité des chances, du fait de pouvoir aussi trouver leur place sereinement dans une société. Mais parce que notre société aussi traverse des turbulences depuis aussi les années 70-74. Donc, il faut aussi remettre tout ça en perspective. Je disais tout à l'heure, la politique de la ville, elle a 40 ans, elle n'a pas 10 ans, elle a 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on se dit… alors après, on peut aussi parler pourquoi on a réussi en France, et dans d'autres pays aussi, mais pourquoi en France, on a réussi à faire ces quartiers où il y a effectivement une concentration de personnes en difficulté. Donc là, on pourrait aussi analyser comment sont attribués les logements sociaux, quid de la mixité sociale dans ces logements sociaux, etc. etc. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même depuis 40 ans, 50 ans, des gens qui réfléchissent sur ces problèmes-là. On a eu des livres blancs, on a eu plein de choses qui ont été faites là-dessus. Et maintenant, il serait temps qu'on arrive à sortir les bonnes idées, qu'on arrive à sortir, je dirais, les bons programmes pour qu'on puisse réellement agir comme ça. On ne continue pas encore pendant 30 ans de faire de la politique de la ville avec une inefficacité qui soit une efficacité qui soit pas forcément probante aujourd'hui, quoi. C'est un peu la difficulté. Je voudrais dire un mot là-dessus, parce qu'on est bien conscient que les difficultés dont on parle, appelons-les d'intégration si vous voulez ou pas, ne concerne pas que les descendants d'immigrés. Oui, il y a des familles françaises de souche et très anciennes, de souche très ancienne, qui se trouvent dans des quartiers défavorisés, qui n'arrivent pas à trouver de travail, etc. Mais ce qui nous a semblé essentiel, et c'est pour ça qu'on s'est concentré sur ces descendants d'immigrés, c'est que ces difficultés-là débouchent sur le communautarisme. Voilà. Et au fond, les familles dont vous parlez et qui ne seraient pas de descendance d'immigrés, ça ne débouche pas sur du communautarisme. Non, mais ça débouche sur la délinquance, ça débouche sur du fait qu'à un moment donné, le vivre ensemble est complètement perturbé aussi par ces mêmes familles. Donc, c'est ces deux problématiques qui vont s'additionner dans ces mêmes quartiers. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention à ne pas lutter que sur une seule catégorie, mais bien voir la globalité de ces difficultés qu'on trouve dans ces quartiers petits. Non, mais l'idée, c'est pas de plonger un problème difficile dans un problème indémerdable. Hein. Les deux sont difficiles. Donc, on s'est attaqué à l'un, ce qui ne veut pas dire que l'autre n'existe pas. Et on ne le nie pas. Tout à fait. Alors, après, comme le débat est complexe, les solutions ne sont pas simples. Et quand des problèmes complexes n'ont pas trouvé leur solution au bout de 40 ans, parce qu'on a la politique de la ville, ça nous ramène très loin, avec même des gens emblématiques comme Tapi, moi, je voudrais rebondir ou me projeter en étant volontairement optimiste, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, sur l'approche du colibri. Et il y a deux personnes qui pourront parler d'approche du colibri, et qui est une approche qu'on trouve au niveau des petits clubs Rotary. Nous, on a un petit club Rotary. L'approche du colibri, c'est quoi? Ce sont des petites actions, mais qui font mouche et qui, mises bout à bout, j'allais dire, font bouger les lignes ou donnent de l'espoir. Je vais en donner quelques-unes. On a fait récemment, et le club, c'est vraiment une action de club, a décidé de faire un marché de Noël. Surgit du club, c'est pas le comité, c'est pas moi qui n'aime pas penser, moi, non, c'est le club qui a décidé à un moment donné, une autre voix dit c'est super, un marché de Noël, devant l'impossibilité des commerçants de vendre dans les rues, dans les marchés de Noël, faire un marché de Noël digital. En partant strictement de rien, un site web a été créé en marchant. Et ce site web a permis à des artisans, des commerçants, de mettre de façon très visible en vente des produits. C'est une action d'intégration sociale, quelque part. Effectivement, ce n'est pas des descendants d'immigrés, mais c'est des gens en grande difficulté qui ont simplement leur valeur travail réduite à néant. Une autre action qui est venue, c'est pareil, sur un coup de colère face à une détresse étudiante, une banque alimentaire qui a eu lieu 2 fois. Encore une fois, le club s'est mobilisé là-dessus, et cette banque alimentaire a donné lieu à
2 distributions, une elle aura lieu demain d'ailleurs, 2 fois 1 tonne, à l'Université d'Evry, et l'association Génération 2 a participé parce que chacun a contribué, mais je voulais, moi, que ça ne soit pas qu'une œuvre rotarienne, que des gens partageant des mêmes valeurs puissent se retrouver autour d'actions emblématiques. Et je crois beaucoup à ces actions. Parce qu'on est quand même de souche gauloise. Et il y a quand même une très très grande capacité à travailler en îlots et en silos verticaux, et à l'intérieur de ces silos en îlots. Et c'est quelque chose qui, moi, me chagrine parce que je pense qu'il y a une déperdition d'énergie énorme. Par contre, lorsqu'on arrive à créer un ferment ou à être des catalyseurs, cette énergie peut se combiner et donner lieu à beaucoup d'espoir. Je vais vous en donner un exemple. Actuellement, avec Génération 2, on travaille à des petites mises en forme d'actions colibri. Ça s'est plus développé avec une fondation qui s'appelle FAS, qui se trouve à Corbeil, mais je vais veiller à faire la jointure pour tout ce qui concerne ce qu'on appelle les relais insertion. Bon, c'est un terme à nous, mais ce sont des actions de formation professionnelle, mais humaine aussi. Parce que beaucoup de choses commencent par la confiance en soi. Tu as fort justement parlé, Yves, de la discrimination, de l'autodiscrimination, et j'allais dire de l'autocensure négative, quoi. Hein. Je suis nul, quoi. Et souvent, Madame Cissé, personnage admirable que vous connaissez tous, parle de déstructuration pour reconstruire. Et on travaille et on va amplifier le mouvement. Evry, le Rotary d'Evry, il y a une personne qui en participe ici, a organisé des séminaires avec les jeunes. Ils arrivent à les mobiliser un samedi, dimanche, hein, vous imaginez, et ils viennent et ils se forment à la confiance en eux, à l'expression de leur CV en mettant en évidence leurs valeurs, l'offre qu'ils peuvent donner à des entreprises, et puis ensuite entretien d'embauche, etc. Ce sont des actions colibri, j'y crois beaucoup. Et j'y crois, moi, lorsque des énergies et des valeurs partagées se combinent. Et croyez-moi, on entendra tous parler dans les mois qui viennent de ce qu'on appelle le relais insertion, parce que la formation professionnelle est un axe rotarien extrêmement revendiqué, en particulier avec les nuages noirs qui s'annoncent. Rien que voir la difficulté pour trouver des stages actuellement, et ça ne s'arrangera pas. Donc Yves, je pense qu'on a à construire des choses, tous. Il reste au club, il reste aux associations à mettre en œuvre des actions concrètes, certainement petites, peut-être même à l'échelon d'un département dans un premier temps, avec des ambitions de foisonnement, de rayonnement. Je sais qu'une personne nous a rejoint ici, qui est le professeur Alaya Alani, que certains connaissent. Alors, bon, professeur, vous arrivez en fin de parcours, mais je voudrais vous donner la parole et ensuite à Bernard Bouget. Le professeur enseigne à l'Université de Tunis et il est confronté depuis très longtemps aux problèmes de radicalisation. C'est un expert mondial. Il nous fait l'honneur d'être là, bien qu'il prenne la partie en cours de jeu. Professeur, quand on vous parle d'immigration, et tous les gens qui ont pu quitter la Tunisie ou qui ont pu quitter le Maghreb, qui vont en France, quelle image revient vers les pays de départ? Est-ce que c'est quelque chose qui réussit ou est-ce que c'est un rêve sur lequel qu'on enfourche et qui se transforme par des grandes désillusions? Et si oui, pourquoi? Il faut enlever votre micro là, par contre. Il faut déverrouiller votre micro. On ne vous entend pas, professeur. Voilà, c'est... Oui. Il faut... Je viens de vous rejoindre parce que j'arrive chez moi il y a quelques minutes. Ouais. Bon, à propos de l'immigration, je pense que l'immigration dans les pays africains, c'est une immigration forcée, c'est-à-dire on ne peut pas justifier ça par une politique quelconque, surtout dans quelques pays où il y a un problème, une crise économique, où il y a du terrorisme, comme dans quelques pays du Sahel africain. Donc l'immigration pour les pays africains, parfois est une nécessité, parfois est une obligation.
Bon, on a des générations de Tunisiens qui sont venus en France. Ils sont venus, j'allais le dire, dans le prolongement de la colonisation pour être une main-d'œuvre et aider la France à se reconstruire. Ensuite, au moment des Trente Glorieuses, à assurer la charge de travail dont on avait besoin. Et comment vous pouvez expliquer de votre côté cette image finalement on n'a pas une image de réussite de cette immigration, par exemple. Bon, pour l'immigration des Tunisiens, il y a deux types d'immigration. Il y a l'immigration du cerveau et il y a l'immigration des gens bon, qui ne sont de main-d'œuvre qui n'est pas qualifiée. Mais je pense que cette immigration s'explique, comme je vous ai dit, pour les Tunisiens, surtout après 2011, il y a eu des problèmes à la fois économiques et sécuritaires. Et une bonne partie, surtout dans les 2 dernières années ou les 3 dernières années, le nombre des immigrants a été multiplié par 2 et parfois par 3. C'est ce qui explique cette crise économique et c'est ce qui explique aussi cette déception des régimes politiques, du régime politique tunisien pour quelques-uns. Et ce problème persiste jusqu'à maintenant. Maintenant, nous vivons en Tunisie une crise très aiguë. Parfois, on est près de la faillite. Ce n'est pas totalement la faillite, mais vraiment, c'est ce qui pousse non seulement les gens normaux, mais aussi les cadres comme les médecins, les ingénieurs, etc. Donc, à l'échelle tunisienne, le désastre qu'on observe actuellement au Liban, où l'intelligentsia a quitté parce qu'il ne voit plus d'espoir dans le pays. Comment vous expliquez le terreau de la radicalisation islamiste en France pour des générations qui pourraient s'intégrer, mais qui ne s'intègrent pas et qui, par désespoir peut-être, ou pour d'autres raisons qui avaient été développées à un moment donné par des gens d'associations en disant c'est une manière de faire peur que de se retrouver dans une communauté qui fait peur et de s'engager derrière une emblème qui fait peur. On y retrouve une forme d'identité. Comment est-ce que vous voyez une issue à ce risque de radicalisation ou de communautarisme en France? Bon, pour la France, il y a des problèmes qui datent depuis longtemps. Le problème le manque d'intégration, le problème aussi de problèmes de crise économique dans une certaine minorité, soit musulmane, soit asiatique. Mais je pense que le problème identitaire, c'est un faux problème parce que il y a plusieurs identités, mais il n'y a pas de raison pour qu'il y aura ou qu'il y a un conflit. Donc, c'est une mauvaise entente. Peut-être il n'y a pas assez de sensibilisation parce que pour les musulmans en France, il y a 2 types. Il y a les musulmans qui ne sont pas islamisés, c'est-à-dire ce sont des simples musulmans, ils ne sont pas des islamistes. Mais pour les islamistes, il y a un héritage de radicalisation qui datait depuis quelques décennies. Depuis les années 80, 90, il y a eu l'influence de la pensée des frères musulmans, etc. Donc, il s'agit d'une minorité en France qui sont islamistes. Je crois que plus que 80% des musulmans français ne sont pas islamistes, mais pour une minorité activiste, elle peut, en quelque sorte, faire beaucoup de choses, beaucoup d'opérations terroristes qui peuvent menacer la majorité des Français musulmans qui n'approuvent pas les thèses et les approches de ces radicaux. Ça, c'est un message très clair. Alors, je sais que Bernard voulait réagir.
Oui, moi j'avais une proposition à faire parce qu'en fait, en venant ce soir, c'était aussi une manière pour nous de mettre à l'exposition les propositions qu'on a faites. Est-ce qu'on pourrait demander au fond aux gens du Rotary, parmi les 7 propositions, que chacun s'exprime au fond en disant, bah, sur les 7 propositions qui ont été faites ce soir, laquelle je retiendrai, moi, en tant que membre du Rotary, laquelle me paraît pertinente parmi ces 7 propositions. Est-ce qu'on peut faire cet exercice-là pour terminer finalement? Il n'y a pas tant de monde qui reste, alors on va commencer par celui qui a pris beaucoup de notes, puis je vais les prendre dans l'ordre d'apparition à l'écran. Jean-Marie, parmi ces 7 propositions. Ah, on ne t'entend pas. Ça marche mieux comme ça? Oui. Alors, je pense que clairement, la dernière proposition sur le tutorat, elles sont toutes bonnes, si vous voulez, mais je pense que ce tutorat peut permettre de donner un cadre, parce qu'on aide les jeunes à s'intégrer dans des entreprises, et l'entreprise, c'est une des clés de la société, avec une autre dont il ne faut absolument pas oublier l'importance, c'est la famille. Et je crois que là, on peut trouver à la fois avec la famille et l'entreprise une base commune à beaucoup de cultures. Alors donc, je dirais le tutorat. Il y a une chose que je voulais préciser, c'est merci à Monsieur Ferret, parce que je signe des 2 mains sous ce que vous avez dit. D'accord? Donc, on ne va pas le reprendre. C'était bon. Et puis, l'autre chose, c'est un outil qui me paraît très important dans l'intégration de tous. Ce sont les médias et surtout le show business, le côté, les chansons, etc. Parce que c'est là où les jeunes des générations 2, 3, etc. s'expriment. Et donc, si on veut du succès, ils prennent exemple. Donc, si on veut intégrer tous ces jeunes-là, il faut le faire aussi via la musique, la poésie, via l'expression culturelle et intelligente. Petit exemple personnel, et je terminerai là-dessus. Pourquoi ça? Parce que j'ai été élevé dans le cadre de Violettes impériales, de Édith Piaf, etc., par mes parents. Et quand est arrivé le rock'n'roll dans les années 50, mon père, qui était musicien, parlait de musique à ours. D'accord? Voilà. Et nous avons été élevés avec cette musique à ours qui aujourd'hui fait notre nostalgie. Un jour, dans 20 ans, il y aura des concerts nostalgie rap de la génération d'aujourd'hui. D'accord? Et je ne comprends pas le rap, je ne comprends pas la musique, je ne comprends pas les paroles. Donc, je me suis reporté à ce qui se faisait en rap français dans le temps, c'est-à-dire Villon, François Villon, et plus récemment Arthur Rimbaud. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces gens-là? Eh bien, c'est qu'à leur époque, Arthur Rimbaud et François Villon étaient des voyous qui sont devenus poètes et ce sont des piliers de la culture française. D'accord? Donc, le rap va devenir, mais il faut 50 ans de recul. Je reviens à ma notion chérie qui est celle du temps. Dans 50 ans, le rap fera partie des piliers de la culture française. Merci beaucoup. Allez, je vais continuer mon tour de table et je vais proposer à Jacques Rebuffat de dire quelque chose. Faut que tu mettes ton micro en marche. C'est bon? Oui. Oui, bon, moi j'ai trouvé ces présentations très intéressantes. Je dois dire que, compte tenu de mon grand âge, je suis un peu étonné de temps en temps de voir la situation actuelle de la société française. Je veux dire, quand j'étais gamin, quand j'avais 16 ans, je vivais à Marseille. Marseille, c'est un grand port. Il y avait un grand mix de population. Il y avait des gens qui venaient d'Extrême-Orient, d'Afrique du Nord, d'Afrique noire,
il y avait des Arméniens. Tout ça se mélangeait très bien. Et je dois dire, j'ai jamais eu le sentiment que mes copains de lycée étaient mal intégrés dans la vie marseillaise. Tout le monde allait voir les matchs de l'OM. En sortant du lycée, on allait faire un baby-foot dans une... Bon. Et je dois dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans les quartiers où se posent des problèmes, mais je suis un peu étonné de voir la difficulté qu'ont les gens à s'entendre entre eux. Et je pense qu'il y a un élément essentiel, c'est la volonté. Je crois que les gens ont perdu le boost, ils ont perdu l'envie d'y aller. Et ils ont tous tendance, et là je dirais quelle que soit la génération, à se plaindre, à reprocher au système de ne pas leur donner ce qu'il faut, sans parler de ceux qui sont un peu des assistés professionnels et se laissent vivre. Alors, ceux qui ont vraiment des difficultés pour s'intégrer et qui le veulent, je pense que le tutorat est sûrement quelque chose d'efficace, sous réserve que le tuteur soit disponible et que le tuté soit volontaire et de bonne volonté. Mais le problème, c'est que c'est forcément limité en nombre et en quantité. Donc, allons pour le tutorat. Pour le reste, les entreprises, de façon générale, moi j'ai un peu l'impression qu'elles jouent le jeu. C'est toujours pareil, on parle toujours de ce qui ne va pas, mais des entreprises qui intègrent bien les gens sans faire de différence, autour de moi, j'en connais un certain nombre. Des grandes et aussi des petites. Je dois dire qu'il y a un problème que j'ai du mal à saisir. Merci Jacques. Alors parmi les Rotariens, j'ai Joseph ensuite, et puis ensuite Trevor, et ensuite Hubert. Joseph. On ne t'entend pas, Joseph, il faut que tu fasses... Oui, je m'en suis rendu compte. Oui, bonsoir à tous. Je suis rotarien, effectivement, et heureux de l'être. D'ailleurs qu'aujourd'hui, je suis plus en position d'observateur. J'écoute avec beaucoup d'attention tout ce qui se dit. Je constate qu'il y a de belles et grandes réflexions des uns et des autres. Mais je rejoins assez fortement ce que a pu mettre en avant Jean-Marie, notamment dans l'idée d'être le plus pratique, le plus pragmatique possible, même si derrière, il y a des idées, des concepts. Moi, de vos 7 points, effectivement, le tutorat me paraît quelque chose qui est en harmonie avec ce que nous pratiquons au sein du Rotary. Votre idée de créer un concours pour mettre en valeur les associations qui favoriseraient ou qui militeraient vers la mixité me paraît une idée intéressante à creuser. Je suis beaucoup moins proche de votre 7e point, qui est de faire signer un engagement citoyen. Enfin, je ne crois pas trop à ce genre d'acte. Vous voyez, il y a quelque chose qui me rebute, mais bon, je ne sais pas vous dire pourquoi, mais c'est comme ça. Quant au fait de valoriser les employeurs qui sont non discriminants, ça aussi c'est une idée qui me plaît bien. Parce qu'au fond, on s'appuie sur du positif en donnant de bons exemples. Et pour nous, qui sommes également une association de professionnels, on a ce souci d'être connecté à l'univers de l'entreprise. Quand on parle du tutorat, on a parlé de l'apprentissage, qui pour nous est un levier important, bien évidemment, pour parler, s'adresser aux entrepreneurs, et de façon à ce qu'aussi ils viennent nous rejoindre dans le cadre du Rotary. Sinon, voilà, c'est un peu ce que j'ai pu ressentir ce soir en étant observateur de ce groupe-là. Je souhaiterais qu'on puisse multiplier ce genre de débat, mais je suis heureux de constater qu'il y a des personnes qui réfléchissent, qui se disent comment améliorer les choses entre immigrés, enfants d'immigrés. Moi, je suis moi-même un enfant d'immigrés, puisque mon père était d'origine italienne, et j'arrive d'un pays qui s'appelle le Maroc, et donc j'ai pu apprendre à côtoyer les différentes cultures. On parlait de culture tout à l'heure, quand Jean-Marie en évoquait cela. Moi, depuis mon plus jeune âge, j'ai vécu dans des cultures assez
puissante et mélangée, quoi. Et je sais apprécier lorsqu'on est dans ces degrés de partage, quoi. Merci pour ces paroles encourageantes. Donc, juste une aparté, professeur Alaya Alani, tout est enregistré, donc je vous enverrai la conférence complète. Comme ça, vous pourrez récupérer toutes les informations qui ont été partagées avant que vous veniez. Hein? Oui, merci. Donc là, je vais poursuivre avec Hubert. Voilà. Oui, moi je me suis déjà exprimé tout à l'heure. En gros, je ne crois pas beaucoup aux réflexions trop profondes. Je suis désolé de le dire, mais je crois beaucoup plus à l'action de terrain. Alors, dans notre club, nous avons déjà pratiqué le tutorat, effectivement, ça a marché pendant 2 ans, puis après ça ne marchait plus, ben, c'est comme ça. J'adhère totalement à tout ce qui est, à toutes les idées de travail avec des associations. Et d'ailleurs, ce serait peut-être intéressant pour mon club de collaborer avec les idées de Stéphanie. C'est pas impossible. Il faudrait qu'on en parle davantage. Moi, ça me plaît bien. Je me rallie en gros à l'effet colibri dont parlait Jean-Michel tout à l'heure. Je crois vraiment que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ce sont des petites actions ponctuelles qui soient au niveau du terrain. Voilà, c'est essentiellement mon message. Super. Trevor, est-ce que tu veux dire quelque chose? Parce que tu es un émigré, toi, Trevor. Absolument, immigré, fier de l'être. Et rotarien est fier de l'être aussi. D'ailleurs, tu as parlé tout à l'heure de notre marché de Noël dont je suis fier, particulièrement fier, parce que ça a été créé par un immigré de deuxième génération. Ma fille qui est par définition une immigrée de deuxième génération parce qu'elle est née en France de 2 parents britanniques et de 2 parents anglophones. Dans le cadre de notre Rotary, on parle du mentorat. Je ne sais pas si le mentorat et le tutorat est pareil. Est-ce que le mentorat, le mentoring et le tutorat, c'est la même chose? On va dire que oui, on rentrera dans la sémantique. On va dire que c'est vrai. Et donc, de ces 7 propositions, ce serait plutôt celle-là que je retiendrai aussi, comme mon ami Jean-Marie. Seulement, il faudrait faudrait très bien l'encadrer et il faut trouver des tuteurs et des mentors. Moi, je ne sais pas si j'en serais capable. Comme disait Jean-Marie l'autre lundi, quand on en discutait dans notre club, il ne faut pas foirer ça. Et c'est une énorme responsabilité, une responsabilité très lourde. Tu as mis, je suis secrétaire du club et donc je suis en train de faire le compte-rendu. Mais tu as dit, Jean-Marie, c'est une énorme responsabilité. Et il ne faut pas le foirer, hein. Il faut vraiment l'encadrer et il faut trouver des mentors et leur inculquer les valeurs qu'il faut, que nous voulons transmettre. Quelles sont les valeurs que nous voulons transmettre? Je peux prendre la parole, Jean-Michel. Je t'en prie. Voilà, enfin, c'est à peu près tout ce que… Je voulais commenter ce que vient de dire Trevor. Oui. Lorsque nous avons fait du tutorat à Paris-Quai d'Orsay, il s'agissait de le faire auprès de gens qui voulaient créer des entreprises. Alors, ça pouvait être n'importe quoi. Ça pouvait être quelqu'un qui voulait créer un salon de coiffure, comme quelqu'un qui voulait se lancer dans l'informatique. Et c'était pratiquement tous des immigrés que nous avions en tutorat. Donc, c'était très simple. Hein. Il y a beaucoup de membres du club, beaucoup de membres professionnels du club se sont inscrits. Ça pose pas beaucoup de problèmes. C'est relativement facile à mettre en place.
Après, ce qui est difficile, c'est de maintenir la relation, et notamment la relation avec l'organisme ou l'association, ou là en l'occurrence c'était une association qui faisait le trait d'union avec ces gens-là, et on s'est aperçu assez vite qu'on n'avait pas tout à fait la même vision. Mais en soi, c'est facile à faire, c'est facile à mettre en place. Ben voilà un bon message. Qui n'a pas parlé encore du Rotary? Je regarde. Sandro. Alors Sandro, il a pris le train en marche, le pauvre, c'est peut-être un peu... Delphine. Est-ce que tu te sens, Sandro, parce que à ton nom, comme ça, je subodore que tu es venu d'Italie ou d'ailleurs, à un moment donné de ta vie. Est-ce que tu as pu capter suffisamment pour partager avec nous ta réflexion sur ce que tu as pu entendre? Alors, je me suis connecté. Bonsoir à tous déjà, toutes et tous. Je me suis connecté beaucoup trop tard, bien évidemment. Comme dirait l'autre, je me ferai avec grand plaisir le replay. Oui. Juste dans les réflexions que vous avez apportées, souvent je dis je suis apatride dans le sens où je suis immigré de deuxième génération. Et quand je dis apatride, c'est le hasard veut que je suis né au Canada. Donc, je n'ai pas forcément vécu très longtemps, et mon parcours professionnel fait que je suis retourné travailler 10 ans en Italie. Quand je dis apatride, c'est je vais me raccrocher au proverbe italien qui dit que tutto il mondo è paese, c'est-à-dire que tout le monde est ton pays. Et j'aurais tendance à dire, je partage le côté où des fois les médias jettent plus de l'huile sur le feu qu'autre chose. J'ai travaillé pendant 3 ans à Vénissieux. Bon, pour ceux qui connaissent, on est interconnecté avec les Minguettes et il n'y avait aucun souci. Et rien que dans les effectifs que j'avais dans le magasin, et à l'époque on était 750, j'avais 28 nationalités qui travaillaient dans le magasin. Et j'en avais tout autant en tant que clientèle. Et il n'y a pas de sujet de fonctionnement de nationalité par rapport à un autre et autre. Par contre, ce que j'avais pu observer à Vénissieux, c'est qu'il y avait la présence de médiateurs. J'ai toujours souvenir, mon responsable de nettoyage, mais rien à voir, hein, c'est une société extérieure, hein, rien à voir avec le travail en question, mais c'était une personne de grande qualité qui était médiateur dans les cités justement et dans les quartiers. Médiateur, ça veut dire il y avait de l'échange, il y avait de la connexion, il y avait du dialogue. Et je pense que s'il y a le dialogue, moi, je suis dans une société, j'allais dire, où on a plusieurs nationalités, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très très bien. Enfin, moi, j'ai pas de mauvaises relations avec les uns les autres, et bien au contraire, je trouve que ce multiculturalisme est très riche et on a toutes et tous beaucoup à apprendre des uns des autres. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est quand les gens se sentent mis à l'écart ou se sentent oppressés d'une oppression qui, selon moi, n'existe pas, d'une mise à l'écart qui, selon moi, n'existe pas, puisque je la vis au quotidien avec mes collaborateurs, quoi. Actuellement, je suis dans un magasin où on est 400 collaborateurs. Je ne suis pas là à regarder le prénom, les nationalités ou je ne sais quoi. Ce que je regarde, c'est l'attachement au travail, l'attachement à l'entreprise et le bien fonctionner tous ensemble dans le cadre de l'entreprise. Et ça marche. Ça marche. Il n'y a qu'une difficulté que je rencontre de plus en plus, c'est que je ne peux pas, en tant qu'employeur, me substituer à une éducation qui n'a pas été faite. Et c'est la plus grosse difficulté à laquelle nous nous trouvons confrontés.
c'est que, comme à chacun, moi j'ai connu ça quand j'étais gamin, celui qui n'avait pas l'éducation voulue, automatiquement, c'était compliqué quand il rentrait dans la vie active et c'était déjà compliqué quand il était dans le monde scolaire. Donc je pense que tout se joue lors de nos 10-20 premières années d'éducation. Voilà, juste pour apporter un complément de réflexion de ce que je peux vivre et ressentir sur le sujet. Merci beaucoup, Sandro. Tu n'as pas assisté à toute la conférence, tu vas la voir parce qu'elle est enregistrée, mais tu as été vraiment dans le cœur de cible sur tes deux réflexions. Et Yves nous a quittés, est revenu, et je pense qu'il aurait été aimé entendre ce que tu as dit, donc je vais faire la synthèse. C'est l'importance de la médiation. Sandro, qui est directeur de centres commerciaux Carrefour, et une longue expérience, je ne sais plus combien de dizaines d'années, dans des quartiers difficiles, puisqu'il a cité Vénissieux, montre l'importance des médiateurs. Donc je pense, Yves, tu pourras dire quelque chose là-dessus. Et également de la famille. Et je pense, auquel il a bien précisé qu'il ne pouvait pas substituer à la famille, c'est peut-être une des plus grandes difficultés qu'il voit aujourd'hui. Et là, ça va me faire rebondir vers toi, Yves, et je te proposerai de conclure, Yves, parce que sinon, il est passé la nuit. En tout cas, c'était très riche et on a appris à se connaître, et je pense que on va continuer de travailler ensemble. Delphine ne s'est pas prononcée. Elle avait disparu de mon écran. Excuse-moi. Avant de passer la main à Yves, je vais passer la main à Delphine, qui sera la prochaine présidente dans un mois. Pardon, merci. Oui, effectivement, j'ai coupé volontairement ma vidéo. J'avais les enfants avec moi. Excuse-moi. Voilà, vous savez tout. Donc, oui, pour apporter juste ma toute petite contribution, effectivement, par mon expérience personnelle, donc je suis rotarienne à Mency, mais je suis également membre des Restos du Cœur de Grigny. Et donc, on a, pareil, un certain nombre de nationalités représentées. Et effectivement, je pense qu'on a, moi, je le vois un petit peu comme Sandro, je pense qu'il y a un manquement dès le départ, en fait, au niveau de l'éducation. Je pense qu'on inverse les rôles. On voit par exemple les enfants qui rendent service aux parents et pas l'inverse parce qu'il y a un problème de langue, pour différentes raisons. Mais on voit que je pense que l'intégration future pour leur emploi futur ou dans la société en règle générale, elle est parce qu'il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas les bases de la famille. Enfin, voilà, je pense qu'il n'y a pas l'éducation qu'il devrait y avoir. Je pense qu'après, c'est compliqué l'intégration dans la vie. Si le gamin, il n'a pas un peu la niaque, je pense qu'il s'en sort pas, quoi. Clairement, après, il y a des gamins qui auront des capacités intellectuelles peut-être supérieures et qui vont faire des super études. On a des gamins qui viennent des quartiers et qui font Saint-Cyr. Bon, très bien. Mais par contre, je pense que le manquement d'éducation, pour différentes raisons, à un moment donné, va compromettre l'intégration quand il va falloir rechercher un emploi ou autre, quoi. Et après, effectivement, la proposition de solution donc du mentorat, je trouve qu'elle est très, très intéressante parce qu'on va redonner confiance à ces jeunes qui n'ont pas eu la base et qui vont devoir se remettre en question et auxquels on va donner une seconde chance. Donc, ça peut être effectivement un axe une solution et je pense que c'est très, très intéressant. Mais je pense qu'il faudrait peut-être se pencher sur les causes de tout ça et je pense que l'éducation des enfants y est pour beaucoup. Moi, je vois, j'ai vécu un petit peu, pas vraiment dans les cités, mais j'ai vécu un petit peu à Évry-Courcouronnes, là, au Canal. Il y a des choses que, moi, dans mon éducation, on n'aurait pas fait, quoi. Moi, je suis désolée, un enfant à 22h, il n'est pas dans la rue, quoi. Moi, j'ai jamais été dans la rue à 22h, donc après, moi, je faisais autre chose à 22h.
Voilà. Après, je ne dis pas que c'est ça qui nécessairement va bloquer l'intégration, mais je pense que ça y contribue, quoi. Merci beaucoup, Delphine. Merci. Donc, on va devoir terminer. Hein. Avant de terminer, je vais faire deux choses. D'abord, je vais, comme je l'ai dit, passer la main pour conclure. Réflexion autour de tout ce qu'il a entendu à Yves. Je voudrais remercier avant professeur Alani, qui après une longue journée est venu nous rejoindre. On aura l'occasion de retrouver le professeur parce que c'est quelqu'un qui donne beaucoup de lumière sur tout ce qui se passe sur, j'allais dire, le Maghreb et jusqu'au Moyen-Orient. Et il nous donne une bonne compréhension des mécanismes géopolitiques qui se retrouvent après dans notre quotidien. Particulièrement, il a écrit une interview, il a écrit un texte dont je me suis contenté de mettre de l'accrocher à notre site des Vigilants sur la Libye. Et je fais juste une parenthèse, mais je suis persuadé, et on est persuadé, que ce qui se passe en Libye est extrêmement important en termes de stabilisation et peut-être de drainage économique d'une région qui a été complètement asséchée avec la fin du colonel Kadhafi. Je ne fais pas l'apologie du colonel Kadhafi, vous avez bien compris, mais la façon dont ça s'est terminé a créé un drainage économique effroyable sur toutes les régions du Sahel avec des conséquences dingues. Et l'encre de l'histoire n'est pas sèche. Par contre, le professeur nous a ouvert peut-être une page d'histoire en nous expliquant ce qui pourrait se passer, si tout se passe bien, avec les différents entrants. Je vous recommande son interview, elle est dans le site des Vigilants. Je la redistribuerai aussi le lien à travers notre club. Professeur, je vous remercie beaucoup d'être là. Vous avez entendu des choses et puis vous allez avoir une perception de la société française qui est, j'allais dire, en appétit de cohésion, de cohérence, de vivre ensemble. Bien que la société française n'ait jamais été un tout monolithique. Jamais. Hein. Donc, vous savez, il y a eu des communautés de Bretons, il y a eu des communautés d'Alsaciens, de Basques, etc. Le problème, c'est que ça s'est fait parfois avec des événements tragiques, des révolutions, des guerres. Notre capacité de vivre ensemble se faire à travers une démarche positive et non pas sous la contrainte d'événements tragiques. Et je pense que par nos actions colibri, qu'il ne faut pas négliger, on peut contribuer à cela. Merci donc, professeur. On vous reverra avec plaisir. Merci. Et si vous permettez, Monsieur Jean-Michel, j'ai toute une question que je peux répondre un petit peu. La question qui se pose, pourquoi les Américains, les USA, arrivent à intégrer les immigrés même avec des difficultés, à les intégrer parfois dans le paysage socio-économique et politique. Ce succès, à mon avis, s'explique par trois facteurs. Le principe de citoyenneté qui s'applique à tous les citoyens. Deuxième facteur, les identités différentes qui se trouvent aux USA s'expriment dans le respect de la loi américaine. Et le troisième facteur, les médias jouent un rôle dans la sensibilisation contre toute forme de discrimination. C'est ce qui réduit en quelque sorte les inconvénients qui se passent avec les problèmes avec les immigrés. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt, parce qu'on est en contact relativement continu, vous et moi. Merci, merci. Alors Yves, professeur, sachez qu'Yves est administrateur d'une association exemplaire. Je vous enverrai le lien de tout ce qu'ils font. Et je voudrais qu'Yves témoigne sur ce qu'il a entendu, sur pas trop longtemps Yves, parce que c'est ta vie. Mais mets ton micro par contre. Il faut que tu mettes ton micro. Voilà. C'est toi qui vas conclure, Yves. Ouais, je vais faire une conclusion très très rapide. Moi, d'abord, je voudrais tous vous remercier parce que c'est important d'avoir des échanges comme ça. Moi, ce que je remarque depuis déjà 20 ans, 25 ans dans mes différentes fonctions, c'est que les différentes composantes de la société française se parlent très mal. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours mixé des engagements associatifs avec. Je viens du monde industriel, je viens du monde donc de l'entreprise. J'ai créé mon entreprise, j'étais dans un grand groupe industriel, enfin on va pas faire, je vais pas raconter ma vie ici, mais j'ai toujours mixé le monde associatif
et mes engagements associatifs avec ma vision aussi du monde du travail, du monde de l'entreprise. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, et je le vois encore un peu ce soir, c'est qu'on est chacun dans son périmètre, et on réfléchit dans notre périmètre, et c'est bien de réfléchir dans son périmètre, c'est bien tout le questionnement que vous avez fait, tout ce travail que vous avez fait qui aboutit à cette proposition, tout ça c'est merveilleux, c'est super, et puis derrière, on vous l'avait dit, par petits pas, par l'histoire des colibris, là vous allez avancer, donc tout ça, je dirais bravo pour tout ça, ça me paraît effectivement la bonne méthode, mais il faut vraiment qu'on continue de décloisonner cette société française pour arriver à du coup à avoir une énergie, enfin une énergie collective qui soit encore plus importante, une intelligence collective qui soit encore plus importante. Ça c'est le premier point que je voulais dire. Donc merci déjà pour tout ce que vous faites et pour tout le résultat et toutes vos contributions. Ça me paraît primordial. Et maintenant moi ce que je veux faire, c'est m'engager et engager à vos côtés le mouvement associatif à travers Génération 2, mais pas que, parce que je suis pas que dans Génération 2, au fait qu'on va essayer de vous répondre à vos 7 propositions. Alors, on ne va pas vous répondre avec un manifeste de 50 pages, c'est pas le but, mais on va reprendre notre vision de vos 7 propositions par rapport à ce que nous, on voit dans nos associations, pour qu'on puisse du coup reboucler et que ça puisse aussi vous servir, vous, en disant « Ah bah oui, on n'avait pas le même point de vue que les gens du terrain, du coup, qui sommes nous ». Et je pense que on peut comme ça continuer de nourrir vos réflexions et de nourrir le dialogue pour pouvoir du coup mieux mettre en place des actions intéressantes. Alors moi sur les 7, il y en a une qui m'intéresse effectivement, il y en a plusieurs, hein. Même la première elle est intéressante quand vous dites est-ce qu'il y a la guerre des idées, est-ce que c'est la guerre des cultures, etc. Oui bien sûr, on est sur comment on contrebalance un discours intégraciste d'un islam salafiste ou radical. En France aujourd'hui, c'est vrai que ça concerne une petite population, petit pourcentage des musulmans et pas une grosse majorité, heureusement, des musulmans. Mais quand même, il faut travailler parce que c'est toujours pareil, c'est ces petites minorités qui braillent le plus, qui se font entendre. Les autres, ils sont silencieux, ils disent plus rien. Donc, à un moment donné, comment nous, silencieux, on reprend la parole, on arrive à rétablir des contre-discours pour pouvoir, du coup, arriver à contrer un petit peu cette guerre des idées. Nous, on a plein d'idées dans les associations. En ce moment, on réfléchit justement à faire de plus en plus d'ateliers pour développer l'esprit critique des gamins qu'on touche de 8 ans jusqu'à 15-16 ans, même si à Génération 2, on est plutôt sur la tranche, on va dire 14-20 ans, mais on met en place des ateliers de confiance en soi, des ateliers pour développer l'esprit critique, on s'appuie sur des méthodes inventées par d'autres, la Fondation SEB notamment. Et puis surtout, on incite les jeunes à apprendre à s'exprimer, parce qu'aujourd'hui, on a une jeunesse qui n'arrive plus à s'exprimer avec des mots, en construisant des phrases, en pouvant argumenter. Et donc, du coup, c'est quoi? C'est les points, c'est la violence qui arrive, parce que c'est leur seul mode d'expression. Et donc, ça reste compliqué. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on travaille avec vous sur ce genre d'atelier, parce que je pense que vous avez ces compétences, vous savez vous exprimer, vous savez développer un argumentaire, vous savez écrire, vous savez nous encadrer, vous savez encadrer des jeunes sur ces thématiques, et eux, ils sont très, très demandeurs. Je peux vous dire que dans une classe d'âge, quand vous voyez même dans une classe de master ou une classe de licence à l'université, si vous voyez la différence de niveau à l'écrit et à l'oral des élèves d'une même classe, c'est aberrant presque. On se dit c'est pas possible, et pourtant c'est une vraie réalité. Donc du coup l'égalité des chances, effectivement, la personne qui maîtrise pas l'oral, qui maîtrise pas l'écrit, qui a pas confiance en elle, etc. Elle a beau être en master, elle a beau être en licence, après pour trouver du boulot, elle aura effectivement son diplôme, parce que voilà. Aussi, c'est un des mystères de l'université pour nous, mais elle aura effectivement son diplôme, mais derrière, elle n'aura pas les mêmes chances de pouvoir trouver et de se défendre devant un recruteur, etc. Donc ça, c'est important. Et du coup, pour encore vous solliciter, cette notion de tutorat, elle est hyper importante, et c'est vous qui avez les clés. C'est nous, les retraités actifs, qui avons les clés aujourd'hui pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, comment on a envie d'être tuteur, comment on a envie de remettre des paillettes, de refaire briller les yeux à ces enfants qui n'ont plus de repères, à ces adolescents ou à ces jeunes adultes qui n'ont plus de repères parce qu'ils n'ont jamais rencontré les bonnes personnes. Nous tous autour ici, à un moment donné, vous pouvez tous vous interroger, vous avez tous rencontré des personnes dans votre carrière professionnelle qui vous ont tiré par le haut, c'est évident. J'en suis à peu près tous sûr. On a tous rencontré, moi le premier, je peux vous dire que je suis rentré par la petite porte à Thomson et au bout de 10 ans, je suis sorti cadre supérieur. Mais parce que j'ai eu un chef de service qui, à un moment donné, m'a dit, Yves, à un moment donné, moi je crois en toi, tu t'inscris dans telle formation continue entre Supélec et Thomson, je te donne 1 an pour que tu passes ton master, et tu passes ton master, et après, derrière, ça se enclenche, etc. Mais si ce bonhomme, il n'avait pas cru en moi,
Je veux dire, moi, j'avais quoi, 25 ans, 26 ans à l'époque. S'ils n'avaient pas cru en moi, je serais encore peut-être technicien dans une boîte. Enfin, je serais à la retraite maintenant, mais j'aurais continué un petit bout de chemin tranquille. Donc, c'est bien parce qu'on rencontre des gens et nous, qui avons compris ça, il faut qu'on soit du coup les mentors, les tuteurs de ces jeunes et qu'on duplique mais avec un cadre, avec des valeurs à transmettre. Et il faut qu'on soit cohérent avec ce cadre, avec ces valeurs à transmettre. Voilà. Je ne vais pas décliner les autres propositions. Par contre, je m'engage, je ne vais pas le faire tout de suite parce que vous avez compris aussi qu'on est hyper sollicité dans les associations, à vous répondre point par point sur les 7 propositions. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Super. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, les amis, je pense qu'on a passé un bon moment. Hein, mon micro. Bravo, monsieur Ferret. On peut s'applaudir. Oui, vous pouvez aussi. Allez. Et puis, sans plus attendre, je vous propose qu'on se quitte, à regret. Mais merci à tous. À très vite. Bye. Salut Jean-Michel. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci Génération 2, Yves. Merci. Bonjour à tous, merci pour Merci.